Très bien, je vous propose de démarrer le séminaire. Tout est prêt pour l'enregistrement? Et donc aujourd'hui, au séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir David Pichardy, qui est professeur à l'École normale supérieure de Rennes. Et donc c'est un spécialiste d'analyse statique par interprétation abstraite et un des premiers à l'avoir mécanisé à l'aide d'un assistant à la démonstration, en l'occurrence Koch. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris la plupart des choses que je sais à ce sujet. J'ai eu le plaisir de collaborer avec lui plus récemment sur ce projet Verasco, donc de vérification d'un analyseur statique assez ambitieux dont il va parler un petit peu. Après, donc David a d'autres cordes à son arc. Il a aussi fait beaucoup d'applications à la sécurité, à la preuve de programme. Pour moi, c'est un des premiers à avoir utilisé un assistant de preuve toute sa vie, si j'ose dire, enfin au moins depuis sa thèse, et avoir fait l'ensemble de ses travaux sur les langages de programmation et les analyses et la sécurité à l'aide d'un assistant à la démonstration. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il va nous parler donc de mécanisation d'interpréteurs abstraits. Merci David. Merci beaucoup Xavier, et puis surtout merci pour cette invitation. C'est un grand honneur. Je vais vous parler d'interpréteurs abstraits mécanisés. C'est la suite du cours donné par Xavier il y a 2 semaines. Ça se veut relativement complémentaire. Alors le contexte, c'est dans une chaire du sciences du logiciel, on souhaite comprendre comment on va vérifier nos logiciels. Nos logiciels sont de plus en plus grands. On a des logiciels qui atteignent les millions de lignes de code source. Et les programmeurs ne sont pas infaillibles, ils vont tôt ou tard finir par se tromper. Donc on doit s'assurer de l'absence de bugs, ou de certains types de bugs en tout cas. Les anciens nous ont appris à vérifier manuellement nos algorithmes. Ça marche bien pour le tri par insertion, et même ça, ça peut être un peu douloureux. Donc là, on a un problème de passage à l'échelle en termes de taille des programmes qu'on va être capable de traiter. Donc, si on ne peut pas le faire manuellement, on va essayer de trouver des outils un peu presse-bouton qui permettent de vérifier les logiciels. La plupart, alors ça c'est une approche qui vraiment là commence à être populaire. Les grands développeurs de logiciels s'appuient sur des outils qui cherchent les bugs finders. Par contre, la tendance plutôt actuelle, c'est d'accepter le fait que l'outil va oublier des erreurs. Donc ces outils ne sont pas corrects, mais ils sont utiles. D'accord. Malgré tout, il y a des travaux alors plus académiques, mais pourtant appliqués, qui vraiment vont chercher à faire une vérification toujours automatique et exhaustive. C'est-à-dire, si l'outil prétend qu'il n'y a pas d'erreur, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va viser là aussi un certain type de problème. Donc, par exemple, est-ce que mon programme C n'a que des comportements bien définis, pas de débordement des tableaux, pas de division par zéro. Ça, c'est une propriété précise. Et l'outil Astré, qui a été développé pas très loin d'ici, Rudulm, par l'équipe de Patrick et Radia Couzeau, est un exemple de vérificateur automatique exhaustif. Il a été développé en collaboration avec Airbus pour analyser des logiciels de commande de vol de l'ordre du million de lignes de code de C automatiquement. Alors 5-6 heures de calcul quand même, mais à la fin l'outil répond 0 alarme, ce qui implique que l'outil donc prétend qu'il n'y a pas d'erreur possible à l'exécution sur ce logiciel. Donc là, on est sur une autre dimension, la vérification exhaustive. Mais là, une question assez naturelle peut se poser, alors un peu de pop culture. Qui va s'occuper de surveiller les gardiens? Donc, qui vérifie le vérificateur? Là, vous avez Astré, qui est un logiciel de plusieurs dizaines, centaines de milliers de lignes, qui vous dit « ceci est correct ». Donc maintenant, vous vous mettez à douter d'Astré lui-même.
il a été développé un peu spécifiquement en plus pour le logiciel Airbus. Alors voilà, un autre domaine du coup qui naît. On va comprendre comment vérifier formellement les vérificateurs. Donc on souhaite avoir des vérificateurs qui sont accompagnés d'une preuve de correction. Et comme la preuve va être vite gigantesque, on va utiliser un autre outil formel, les assistants de preuve. Bon là, bien sûr, on espère que l'outil d'assistant de preuve lui-même est correct. Ça tombe bien, Xavier va prouver coq en coq bientôt dans un cours, je crois. Donc comme ça, la boucle sera bouclée. Voilà le domaine de recherche dans lequel je me situe. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser aux vérificateurs par interprétation abstraite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vérifier le vérificateur? L'idée est toute simple, c'est qu'on va programmer et prouver le vérificateur dans un même langage. Et ce langage, alors en France, on n'a pas le choix, on utilise Coq. On a des collaborateurs en Allemagne, en Angleterre, qui utiliseront par exemple Isabelle HOL, pour lesquels pas mal de travaux aussi ont été réalisés dans ce domaine. Alors, j'aime bien présenter Coq vraiment comme un outil ou un animal à deux visages. Vous pouvez le voir comme un assistant de preuve. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un assistant de preuve? C'est un système dans lequel je peux énoncer des théorèmes et prouver ces théorèmes interactivement avec un outil qui vérifie mes raisonnements. Mais en fait, la nature de Coq, c'est d'être en fait basé sur un langage de programmation fonctionnel, mais avec un système de type extrêmement riche, extrêmement évolué, où on va pouvoir écrire notamment des types dépendants et qui sont capables d'exprimer la correction fonctionnelle des programmes. Donc là, j'ai mis un petit exemple. En Coq, on pourrait programmer une fonction de tri qui prend en entrée une liste d'entiers et qui renvoie un objet de ce type. Alors ce type, c'est un type dépendant parce qu'en fait, il dépend de l'entrée de mon programme. Donc c'est pour ça que du coup, que je dois nommer le paramètre. Et j'utilise ce paramètre L dans mon type résultat et je prétends que je vais renvoyer une liste L' qui est triée, qui est une permutation de L. Donc si je suis capable de faire accepter par Coq ce programme avec ce type, je suis sûr d'avoir un algorithme qui trie. Je n'ai aucune info sur son efficacité, mais il trie. Et puis on a un mécanisme d'extraction qui nous permet en plus de convertir le programme écrit en Coq en un programme qu'on aurait écrit directement en Camel dans un fragment de Camel, le fragment purement fonctionnel. Donc c'est cet outil sur lequel je m'appuie, comme l'a dit Xavier depuis un bon moment maintenant. Et la méthodologie que je suis, c'est en partant d'un système formel, donc pour moi c'est Coq, je commence par programmer l'analyseur statique entièrement en Coq. Ensuite, quand j'ai terminé de programmer cet outil, j'essaye de dénoncer le théorème de correction que je veux prouver sur cet outil. Alors pour ça, j'ai besoin d'un autre gros morceau, qui est la sémantique du langage de programmation que je souhaite analyser. Et ça peut être un objet assez copieux. On parlera tout à l'heure un peu de la sémantique formelle du C, par exemple. Et puis, je veux prouver la correction de mon analyseur. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que mon analyseur prétend que tout va bien, il faut que d'un point de vue sémantique, tout aille bien. Donc, ceci, c'est juste une hypothèse de résultat d'un calcul qui doit être exécutable. Et le prédicat sound, c'est quelque chose qui est exprimé avec la sémantique du langage. S'ensuit une petite période de preuve interactive, plus ou moins longue. Et une fois qu'on a terminé cette preuve, on peut utiliser le mécanisme d'extraction de Coq pour obtenir une version au Camel, un fichier ML de notre analyseur, qu'on colle avec des bouts qui parfois ne sont pas vérifiés, par exemple le parseur, ou même juste l'affichage du résultat du calcul. Et on a vraiment un outil vérifié, qu'on peut lancer sur des vrais programmes. Donc c'est la méthode que j'utilise, et aujourd'hui je vais vous proposer un petit zoom sur deux travaux antérieurs dans ce domaine. Il y en a eu plusieurs, et il y a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées à ce domaine de recherche. D'abord, on va regarder un travail qui fait un peu suite à ce que Xavier vous a présenté, c'est-à-dire comment concevoir un interpréteur abstrait mécanisé pour un petit langage impératif.
mais on va utiliser une approche un peu complémentaire. Et puis ça va nous amener assez naturellement à la question, d'accord, mais est-ce qu'on peut le faire pour un gros langage? Et je vous parlerai un peu des travaux que nous avons menés, Xavier et d'autres co-auteurs, sur l'analyseur abstrait, l'interpréteur abstrait Verasco. Alors, la première partie, c'est donc un autre interpréteur abstrait mécanisé. La méthodologie de l'interprétation abstraite, c'est un champ très large. Je pense que c'est Xavier qui l'a mentionné. Ne serait-ce que les papiers fondateurs de 77 et 79, vous avez de quoi lire et relire et comprendre. Et c'est extrêmement riche. Et donc, déjà le comprendre, ça prend du temps. Mais en plus, le mécaniser, on n'a couvert qu'un fragment de ces papiers jusque-là, en fait. Et donc, ce que vous a présenté Xavier, ça suivait une partie de la méthode. Et aujourd'hui, je vais compléter un petit peu. Notamment, je vais introduire un peu les treillis complets, qui sont assez généralement sous-jacents au formalisme d'interprétation abstraite. On va parler d'un objet que moi j'apprécie beaucoup, qui est la sémantique collectrice. Donc je la présenterai juste après. Et puis, c'est quelque chose qui moi, m'intriguait beaucoup quand j'étais étudiant, que je lisais ces papiers d'interprétation abstraite, c'est que les auteurs m'expliquaient que leur analyseur était correct par construction, alors que moi, je passais des semaines à prouver en coq des fragments ridicules d'interpréteurs abstraits. Donc, j'ai mis du temps à comprendre ce que voulait dire le correct par construction, et je pense pouvoir un petit peu vous le faire comprendre aujourd'hui. Et puis, j'y reviendrai, mais encore une fois, là aussi, je vais laisser de côté une partie de la méthodologie interprétation abstraite. On est loin d'avoir terminé la formalisation mécanisée de cette théorie. Alors, on va se fixer un petit langage académique. Donc voilà les instructions de notre langage. On a l'affectation d'une expression par une expression. On a le skip qui ne fait rien. Le assert, c'est quand on est bloqué si le test ne passe pas. Là, on a une conditionnelle classique, une boucle classique et une séquence. Alors, j'ai laissé un peu de place parce qu'en fait, je vais commencer par faire un petit truc particulier. Je vais avoir besoin de décorer mes programmes avec les résultats de mes analyses. Parce que, à la différence de l'analyseur d'il y a 2 semaines, là, on veut, en chaque point de programme, calculer des informations, notamment parce qu'on va pouvoir dire des choses sur des programmes qui ne terminent pas, par exemple. Alors, ce n'est pas toujours très agréable à faire dans un langage structuré, parce que la notion de point de programme n'est pas très claire. Là, en fait, tout simplement, on ajoute la notion de point de programme à la syntaxe. Alors, je reviendrai peut-être plus tard sur la petite subtilité que ça peut poser, mais en tout cas, c'est juste un élément syntaxique pour nous. Donc, il faut imaginer que dans votre arbre syntaxique, vous avez aussi mis des noms de labels, et que vous allez réutiliser ces labels pour donner le résultat de votre analyse. Bon, c'est en gros un quart de notre langage. Ensuite, ici, vous avez le petit langage des expressions. Donc, une expression, c'est soit une constante entière. Alors, il y a aussi l'expression je ne sais pas, qui du coup peut représenter n'importe quelle valeur entière. Ça, c'est notamment utile quand on veut modéliser une entrée interactive du programme, quelque chose sur lequel on ne saura rien du tout. Ça va aussi du coup nous amener vers une sémantique non déterministe. Okay. On peut lire une variable et on peut faire des opérations, alors ici uniquement binaires, et puis on est restreint à l'addition, la soustraction, la multiplication, appliquées à 2 expressions. On peut comparer 2 expressions, alors uniquement l'égalité et le test strict inférieur, mais avec suffisamment de et, non, ou, on peut exprimer plein d'autres choses. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un programme? Eh bien, c'est une instruction principale, un label de fin, parce qu'on va aussi vouloir décorer la fin du programme. Et la convention ici, c'est que les points ici représentent plutôt ce qui se passe avant l'instruction. Et puis, par commodité pour le raisonnement, je définis à l'avance les variables qui vont être utilisées. Et le programme n'a une sémantique que si il se contente d'utiliser les variables qui ont été déclarées. Voilà. Et alors, une dernière petite subtilité, c'est ce type-là que je ne vais pas trop détailler. C'est en gros, c'est ce qui va me servir pour mes étiquettes, mes labels, pour mes variables.
et c'est un type défini en coq de façon à ce qu'il n'y ait qu'un nombre fini d'instances possibles. Et c'est un argument dont je vais avoir besoin quand je vais prouver la terminaison un peu plus tard. Voilà. Donc là, on a la syntaxe du langage. Et puis, maintenant, vous vous souvenez, on veut pouvoir énoncer le théorème de correction de l'analyseur. Donc, il faut définir les états sémantiques. Alors, l'avantage d'un petit langage académique comme ça, c'est que les états sémantiques tiennent en deux lignes. On a besoin de donner à chaque variable une valeur, donc c'est juste une fonction, des variables dans les entiers. Et puis un état, c'est une configuration qui est soit finale, on a terminé le calcul et on donne l'environnement final, soit c'est un état intermédiaire, il reste encore un bout d'instruction à exécuter et on est actuellement dans l'environnement raw. Par-dessus ça, donc c'est dans les livres classiques, on peut définir une sémantique, alors petit pas, sur ces configurations. Alors, je n'ai pas listé tout. Alors oui, il y a un développement qui est associé à l'article que je suis. Voilà une sémantique petit pas classique. Je peux faire un pas dans le programme P sur la configuration intermédiaire assign comme celle-ci à partir de l'environnement ρ1 jusqu'à l'environnement ρ2 qui sera donc une exécution qui termine directement. Si je peux évaluer l'expression E, réaliser une modification une transformation de ρ1 en ρ2 en modifiant la valeur x, et c'est ici là que je m'assure que x a bien été déclaré. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là. Assez naturellement, on peut utiliser cette sémantique pour définir, alors là aussi avec une définition inductive coq, la notion d'état accessible. Et du coup, la sémantique qui nous intéresse ici, c'est quels sont tous les états accessibles d'un programme, y compris les états intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va vraiment distinguer, ça vous vous souvenez, c'est les points de programme. On a envie de point de programme par point de programme, savoir qu'est-ce qui est accessible. Et y compris pour les programmes qui ne terminent pas. Du coup, notre analyseur, on va le programmer, je vais donner quelques détails dans la suite. Son type, c'est, étant donné un programme, je renvoie une information abstraite. Donc, c'est une information qui vit dans un domaine abstrait. Chaque élément du domaine abstrait, on est capable de le concrétiser en une propriété sur les états. Donc, à chaque élément abstrait, je sais associer un ensemble d'états. C'est la méthodologie présentée par Xavier la dernière fois. Et donc, le théorème de mon analyseur, il est simple. L'ensemble des états accessibles d'un point de vue sémantique doit être inclus dans la concrétisation de ce que calcule l'analyseur sur ce programme. D'accord ? Donc on a vraiment la notion de surapproximation. Et c'est ce théorème qu'on veut prouver en coq. Alors quelle est la feuille de route ? Je vous ai présenté la sémantique standard. La sémantique abstraite, ça va être l'analyseur. C'est ça la méthodologie de l'interprétation abstraite, c'est qu'un analyseur, c'est juste une sémantique un peu différente. Et une façon de faire, c'est celle qui a été suivie il y a 15 jours, c'est de faire une preuve directe. Mais il y a une autre façon de faire, c'est de prendre des chemins de traverse. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer par un élément méthodologique intermédiaire, qui est la sémantique collectrice. Et en passant par ces chemins, on va devoir faire un peu de théorie des treillis et puis se fabriquer une petite librairie de treillis abstraits. Au passage, on aura appris un peu plus sur la méthodologie de l'interprétation abstraite. Alors, en théorie des treillis, on va rester très, très basique, hein, c'est les premiers théorèmes, les premières pages des bouquins de théorie des treillis. On va avoir besoin de la notion de treillis complet et d'un théorème qui nous permet de préciser sous quelles hypothèses on peut manipuler les plus petits points fixes. Alors, on a déjà aperçu les plus petits points fixes dans les cours précédents. Là, on va les définir dans un certain cadre. Alors, il va y avoir pas mal de syntaxe coq. Je vais essayer d'expliquer un peu tout au fur et à mesure. Mais il y a, je crois, des éléments qui n'ont pas été introduits jusque-là, donc je vais essayer d'être didactique là-dessus.
Alors d'emblée, voilà comment je définis l'opérateur de plus petits points fixes en suivant le théorème de Knaster-Tarski qui dit que dans un treillis complet, toute fonction monotone admet un plus petit point fixe et que c'est la borne inférieure de l'ensemble des postes points fixes. Donc ceci, c'est l'ensemble des postes points fixes. Alors, vous voyez, j'ai une notion effectivement de borne inférieure que je suis capable de prendre sur poste fixe de f qui, visiblement, est ma construction de l'ensemble des postes points fixes. Mais là, il y a déjà des notions qui apparaissent que je vais devoir un peu expliquer. Donc, par exemple, je m'intéresse aux fonctions monotones. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est qu'une fonction monotone, et puis je reviendrai à ce type un peu plus tard. Et puis, notez au passage qu'il y a aussi la notion de treillis complet sur le type L. Alors, les fonctions monotones, c'est là qu'on va voir apparaître des outils coq intéressants. Je m'appuie sur la notion de type classes de coq, qui est une alternative ou un complément au système de modules pour faire de la programmation un peu modulaire, qui est un outil assez intéressant en termes d'inférence automatique. Parce que très vite en coq, notamment quand on se met à formaliser un peu des mathématiques, on a l'impression qu'on doit expliquer beaucoup de choses, alors que les mathématiciens ont l'air d'avoir beaucoup plus de conventions qui font que leurs notations sont élégantes, alors que nous, on écrit des lignes entières pour définir les choses. Et donc, les type classes répondent en partie à cette problématique. Ils infèrent pour nous des choses et nous évitent d'écrire trop de choses. Ça reste des éléments assez subtils à manœuvrer, mais vous allez voir ici, ça remplit bien nos services. Donc, voici le type des fonctions monotones. Donc, il faut voir ça comme un enregistrement avec deux champs. Le premier champ, c'est la fonction elle-même, qui va de A vers B. Et le deuxième champ, c'est une preuve que le premier champ est bien monotone. Et donc, ceci, en fait, mono, là, c'est le constructeur des objets de type monotone. Et donc, pour construire des objets de type monotone, il faut donner deux éléments, une fonction et une preuve que la fonction est monotone. L'intérêt des type classes, c'est que je vais faire apparaître souvent des accolades comme ça, qui vont être des arguments qui vont être implicites dans la suite, et que je vais généralement ne pas avoir besoin d'écrire. Et c'est pour ça, notamment, il est tout à fait naturel, quand on définit les fonctions monotones, de préciser quel ordre partiel on considère sur A et sur B, notre domaine de départ et domaine d'arrivée. Bien là, quand sur le slide précédent, je parlais des fonctions monotones de L dans L, je n'ai pas eu à donner en argument la structure d'ordre partiel. Parce qu'en fait, le système de type classes comprend qu'il faut qu'il aille la chercher dans le treillis complet qui a été donné juste avant. D'accord ? Ce qui est tout à fait naturel en mathématiques. Donc voilà, ça déjà, c'est la définition des fonctions monotones. Et puis, on peut aussi définir la notion de treillis complet, j'y viens juste après. Et une fois qu'on a défini cet opérateur, on va prouver les théorèmes classiques. Alors là, j'ai ouvert une petite section, donc ça veut dire que j'ouvre un paragraphe coq où je fixe quelques variables dont je vais avoir besoin, un type L dans lequel vivent mes objets. Je suppose qu'il existe une structure de treillis complet pour L, et je considère une certaine fonction monotone qui va de L dans L, et implicitement, je suis en train de me référer à l'ordre partiel de ce treillis complet. Et puis, je peux prouver les théorèmes classiques du genre LFP, ça me calcule un point fixe. Ça me dit aussi que tout autre point fixe sera inférieur ou égal à LFP. Ça me dit aussi que, alors ça c'est une conséquence assez triviale, que LFP est aussi un post-point fixe, que c'est aussi le plus petit post-point fixe. Et puis je peux aussi prouver que LFP est monotone en son argument. Donc si j'ai deux fonctions f1 et f2 monotones et qu'elles sont point à point inférieures, alors le calcul de point fixe est inférieur. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer ici ? C'est pas tant que je suis fier de formaliser quelques pages élémentaires de théorie des treillis, c'est le fait qu'on a finalement assez peu de choses à écrire
Et notamment, vous voyez, le point fixe qu'on calcule ici, on n'a même pas besoin de rappeler la structure sur laquelle il opère. Voilà. Et c'est ça qu'on recherche à travers l'utilisation des type classes. Alors, quelques détails sur la notion de treillis complet. Là aussi, c'est un peu plus avancé, mais c'est intéressant de voir comment on s'en sert. Alors, j'ai quand même utilisé les modules, mais pour moi, les modules, c'est juste un espace de nommage, parce que j'aime bien appeler mes types T. Et qu'est-ce que c'est qu'un treillis complet? C'est là encore un enregistrement, cette fois-ci avec 4 champs. Et le premier champ, j'utilise ce petit gris-gris qui est juste là pour en fait autoriser Coq, à chaque fois qu'il voit un objet de type complete lattice, s'il a besoin d'un objet de type poset, il applique automatiquement le champ correspondant. Et donc quelque part, on est en train de faire de l'héritage, pour ceux qui connaissent la programmation objet. Et c'est tout à fait naturel de faire un peu d'héritage quand on a des structures algébriques emboîtées les unes dans les autres. Voilà. Donc ça, c'est une méthodologie en fait qui a été beaucoup développée par toute l'équipe qui a approuvé les théorèmes de Feit-Thompson en SS-Reflect. Ils ont développé une espèce de méthodologie de développement de preuves mathématiques qui s'appuie un peu sur cette idée, même si eux, ils n'ont pas exactement le même outil d'inférence. Voilà. Alors, pour pouvoir définir la notion de borne supérieure dans un treillis complet, on doit pouvoir appeler notre opérateur non pas sur un nombre fini d'arguments, mais sur un ensemble d'arguments. C'est un opérateur de limite. Et donc, du coup, il faut aussi que je définisse qu'est-ce que c'est qu'une partie de A. Alors, une partie de A, c'est une autre type class qui est essentiellement un prédicat sur A. Mais attention, tous mes objets, en fait, sont paramétrés par une égalité qui va bien. Je n'utilise pas l'égalité de Coq donnée par défaut, qui est souvent beaucoup trop forte. On a besoin de rendre égaux des objets qui ne sont pas strictement égaux en Coq. Et donc, on doit manipuler constamment une égalité sous-jacente. C'est pour ça que j'utilise le égal-égal, qui vient aussi des raccourcis de notation que propose le système de type classes. Voilà, donc c'est un petit zoom dans le développement de théorie des treillis. Et c'est ce qui permet de... Alors oui, ça c'est le dernier point, excusez-moi. Même si vous essayez un peu de vérifier à la main les types que j'écris, le fait que je m'autorise à écrire que f s'applique à x, alors que f est une partie de A, c'est parce que je suis en train d'associer f à son prédicat sous-jacent. Et donc là aussi, je peux m'éviter d'écrire des conversions un petit peu lourdes grâce au système d'inférence et de coercion automatique de Coq. Alors voilà, c'était notre petite théorie des treillis, et maintenant on est donc en mesure de parler de treillis complets, et sur ces treillis complets, on a un opérateur de plus petits points fixes. Et on va s'en servir pour définir un objet que j'appelle sémantique collectrice. Alors voilà, Radia Couzeau et Patrick Couzeau l'ont présenté dans les premiers papiers. J'ai mis plusieurs années à comprendre cette partie-là. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est la partie qui m'a le plus appris à concevoir des analyseurs. Parce que je trouve que ça donne la bonne intuition sur qu'est-ce qui va faire que mon analyseur il est précis et il analyse bien mon langage. Ce n'est pas tant un outil de preuve de correction, c'est plus un outil de design. Voilà. Et alors, finalement, qu'est-ce que c'est que le slogan de l'interprétation abstraite? C'est qu'une analyse statique, c'est rien d'autre qu'un autre type de sémantique. Donc on est en train de nous expliquer qu'un analyseur statique, c'est à peu près la même chose qu'une sémantique. Donc que les deux objets sont similaires. Mais moi, quand je vois la sémantique opérationnelle petit pas, et quand je vois les calculs de points fixes qu'on fait sur la syntaxe des programmes, je ne vois pas tout de suite le lien. D'accord ? On va justement se créer une étape intermédiaire. Et alors, une façon de le voir, ça n'a pas forcément été expliqué comme ça, mais c'est qu'on va commencer par faire ressembler notre sémantique à une analyse. Et une fois qu'elle ressemblera fortement à une analyse, on va se mettre à la transformer en une analyse exécutable. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on fait un peu de sémantique dénotationnelle.
attention cependant, on n'est pas exactement, tiens juste là, je voulais expliquer state plus l'élément bottom, on n'est pas exactement sur les mêmes éléments mathématiques. Alors, notre sémantique collectrice, vous vous souvenez, on a des programmes qui sont annotés par des labels. Et donc, qu'est-ce qu'elle va calculer, entre guillemets? En chaque point de programme, elle va nous donner tout ce qu'on peut dire sur les états accessibles. Alors là, j'ai un petit programme, il n'y a que 2 variables. Donc essentiellement, un état, c'est une paire. Et donc une propriété sur une paire, c'est une partie, par exemple, comme ici. Donc en tête de boucle, tout ce qui est accessible, c'est toutes les paires telles que K est entre 0 et 10 et alors c'est déjà une surapproximation, je pense, que ce que j'ai mis là. Et I est entre 0 et 10, mais n'est que est forcément paire. Bon, en fait, j'ai un peu oublié la relation entre K et I, maintenant que je le vois. Donc le message ici, c'est de dire on va essayer de caractériser sans perte de précision tout ce qu'on peut dire sur les paires accessibles. Ma formule n'est peut-être pas aussi précise que ce que j'aurais voulu. D'accord. Et on va définir d'un point de vue mathématique ce calcul. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est la définition Coq. Alors elle est un petit peu indigeste, je vais en expliquer quelques morceaux. Mais je voulais vous montrer que ça tient en un slide, en réduisant suffisamment la fonte. Donc, une sémantique collectrice, ça va prendre l'instruction courante et ça va calculer tous les états accessibles, mais attention, on les range par label. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque label, je calcule un ensemble d'environnements. Et ça, je le fais pour tous les états accessibles quand j'exécute l'instruction à partir d'un ensemble d'environnements qui satisfait une certaine précondition. Donc ça, c'est les fonctions, ce prédicat-là, enfin ce type, c'est les fonctions monotones qui partent de cet ensemble et qui vont vers cet ensemble. Donc pour chaque précondition concrète, je veux calculer un mapping, une table d'association qui, à chaque étiquette, me donne des propriétés sur les environnements accessibles à cette étiquette. Si on réfléchit un petit peu, assez vite, on se rend compte qu'on va aussi avoir besoin de connaître le label suivant, c'est-à-dire le label après l'instruction I. Donc c'est pour ça qu'on va aussi se le passer en argument. D'accord ? Et on va définir cette sémantique collectrice en suivant de très près, finalement, l'interpréteur abstrait que Xavier avait présenté il y a 2 semaines. Mais on n'est pas en train de faire une analyse statique, on est toujours en train de faire de la sémantique. On retarde un peu le moment où on va faire des abstractions. Alors ça demande quand même quelques manipulations parce que ce n'est pas seulement les fonctions des propriétés de power set de An vers ceci que je dois calculer, c'est des fonctions monotones. Sinon, le petit opérateur de point fixe dont je vais vous parler juste après, il ne serait pas content. Donc je dois en même temps que je définis ma sémantique collectrice, expliquer à Coq pourquoi les fonctions sont bien monotones. Alors pour ça, je laisse des petits trous ici, là, c'est les underscores, puisque donc à chaque fois je construis, vous vous souvenez, le constructeur des fonctions monotones, c'était mono d'une fonction et d'une preuve. La preuve, je ne la donne pas, mais grâce au système Coq qui s'appelle Program Fix Point, tout ce que Coq ne peut pas prouver tout seul pour remplir ses trous, il me le demandera un peu plus tard. Alors, j'utilise aussi une petite convention syntaxique que j'ai définie moi-même. Donc, le plus qui est là, suivi d'une substitution, il faut le comprendre comme je surcharge la fonction courante en modifiant le label avec une certaine propriété, mais en prenant l'union avec la propriété déjà existante. D'accord ? Donc, encore une fois, je prends une fonction. Où est-ce qu'elle est ? Je construis la fonction qui, en tout point K', me renvoie f de K', sauf en K où je renvoie f de K union V. D'accord ? Donc, c'est cette idée que je collecte. J'accumule des choses. Alors, je collecte. Donc, qu'est-ce que je dois collecter, par exemple, quand je rencontre un skip ? Eh bien,
Je n'ai pas grand-chose à collecter. Ce que je sais, c'est qu'au point d'entrée L1, il y a ma précondition que je dois accrocher. Et en sortie du skip qui s'appelle L2, je vais aussi accrocher ma précondition. Et c'est la seule chose que je peux collecter avec un skip. Quand je rencontre une affectation, je collecte la précondition au point d'entrée L1. Et en L2, alors je ne vous donnerai pas la définition du assign ici, mais c'est la plus forte post-condition de l'affectation appliquée à la précondition. Mais on est juste en train de faire de la sémantique là. On peut faire de façon assez similaire une conditionnelle. On va réunir le résultat des deux branches. Et puis le calcul le plus délicat, c'est le point fixe, c'est la boucle. Et là, on va devoir calculer un invariant de boucle. Cet invariant de boucle, c'est le plus petit point fixe d'une bonne fonction. Pour comprendre cette fonction, on peut s'intéresser 2 minutes à cette équation de point fixe. On cherche un invariant qui est l'union de la précondition d'entrée de boucle et du résultat d'un tour de boucle sur l'invariant. Et un tour de boucle, qu'est-ce que c'est ? Je commence par appliquer la transformation de prédicat qui gère le assume, c'est-à-dire le fait que le test a réussi. Donc ça me donne la plus forte post-condition juste après le passage du test. C'est ça que je donne en précondition à mon calcul de sémantique collectrice sur le corps de la boucle. Qu'est-ce que je donne à ma sémantique collectrice comme label de fin ? Je lui donne L1, qui est le point de la tête de la boucle. Et tout ce que j'obtiens là, c'est une fonction qui, à chaque label, me donne des propriétés. Et moi, le label qui m'intéresse, c'est L1. Donc voilà pourquoi grand I satisfait cette équation de point fixe. Et je veux le plus petit, donc je demande un calcul de plus petit point fixe. Et pour ça, là, automatiquement, Coq comprend que je suis en train de parler des treillis complets sur les ensembles de parties. Et pour lui, tout va bien, tout est bien défini. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là ? Eh bien, on peut prouver sa correction. C'est-à-dire qu'on peut, en partant de la sémantique petit pas que j'avais définie dans mes premières planches, démontrer, par exemple, que tout état accessible pour la sémantique petit pas est accessible pour la sémantique collectrice. Je ne détaille pas ce que j'appelle accessible pour la sémantique collectrice, mais on consulte juste le résultat du calcul de la sémantique collectrice au bon point de programme. Ça, c'est un théorème de correction sur une sémantique intermédiaire. Alors c'est justement ce théorème qu'on ne prouve jamais, surtout dans les papiers où on dit c'est correct par construction. Parce qu'en fait, on part de cette sémantique collectrice. Voilà. Donc c'est finalement c'est une histoire qui se répète dans la littérature sur les sémantiques des langages de programmation. Tout le monde arrive avec une nouvelle sémantique, et puis il la prouve éventuellement équivalente avec les précédentes. Mais l'interprétation abstraite a aussi un peu son style préféré pour les sémantiques. Alors en fait, on a fait la partie la plus dure quasiment d'un point de vue preuve. Parce que maintenant, la partie qui nous reste, il va falloir programmer l'analyseur, parce qu'on n'a toujours rien programmé, là on a juste défini des sémantiques. Donc on ne peut rien extraire avec ce qu'on a fait. On est en train de manipuler des propriétés. D'ailleurs, c'est pour ça que Coq nous autorise à faire des calculs de plus petits points fixes sans râler, parce que sinon il nous dirait qu'il y a un problème de terminaison quelque part. Donc maintenant, on va passer dans un monde où on peut calculer, et c'est ça l'idée de l'interprétation abstraite, c'est qu'on va faire des compromis. Au lieu de manipuler n'importe quelle propriété, on va restreindre l'ensemble des propriétés qu'on s'autorise à manipuler. Et il y en aura tellement peu, entre guillemets, qu'on va passer dans un monde calculable. Alors là, globalement, on est plutôt sur la problématique de programmation d'un analyseur statique qui manipule des structures algébriques de type treillis. Et donc, ce qu'on avait proposé dans ces travaux, c'est une boîte à outils qui permet de définir des treillis abstraits. Alors, notamment, comme l'avait mentionné Xavier, chaque treillis, on va être amené à faire des approximations de points fixes dans ces treillis. Donc, on va avoir besoin d'opérateurs d'élargissement, rétrécissement.
Et la librairie va un peu vous aider à définir ces opérateurs. Donc chaque treillis permet de faire un calcul approché de plus petits points fixes. Donc c'est donc un opérateur de ce type-là. Étant donné un treillis sur le type T, étant donné une fonctionnelle de T dans T, je calcule un élément de T qui satisfait ce théorème. Il me calcule un post-point fixe, mais je n'ai aucun résultat sur la précision de ce post-point fixe. C'est peut-être même pas un point fixe. Alors je dis ça parce qu'il faut avoir en tête un petit peu le patatoïde standard des calculs de points fixes. Quand vous faites un théorème vous utilisez le théorème de points fixes de Kleene, vous itérez une fonction monotone à partir du plus petit élément de votre treillis complet, par exemple, et si vous convergez, vous allez atteindre le plus petit point fixe. Ce qu'on fait beaucoup en interprétation abstraite, c'est on accélère. Alors du coup, on va peut-être même sortir de la zone Ici, on était dans la zone des pré-points fixes. Et on va espérer redescendre peut-être un petit peu, avec un peu de calcul sur la fin. On est sûr, dans tous les cas, de terminer dans une zone de post-point fixe. Et si on a de la chance, on sera même rentré dans une zone de point fixe. Alors pourquoi on fait ça ? Parfois, la convergence des calculs classiques semble trop lente. Comme ça a été évoqué par Xavier, elle n'est même pas assurée. Quand vous êtes sur des calculs polyédriques, la limite n'appartient pas à l'ensemble des polyèdres. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre une convergence, elle ne peut pas avoir lieu de toute façon. Mais même globalement, même si le point fixe et le plus petit point fixe appartient au treillis, le widening, l'élargissement, est vraiment là pour accélérer et nous donner des heuristiques pour aller un peu droit au but. Nous, on veut prouver les choses, donc, et là, dans cette approche, on prouve beaucoup de choses. Donc, on va prouver aussi la terminaison de ce calcul. Ce qu'on ne prouve pas, qui est une autre qualité de l'utilisation de l'élargissement, c'est dans quel ordre on applique l'élargissement. Il faut savoir que c'est là aussi une science un peu obscure. L'ordre dans lequel vous appliquez les opérateurs peut fortement influencer la qualité du résultat obtenu. Alors voilà, donc on a une librairie de treillis. On peut construire des treillis un peu complexes à partir de briques de base et de foncteurs de treillis. Donc par exemple, là, j'ai le foncteur qui prend un treillis sur le type T. Non, c'est pas ça que je voulais écrire. C'était le type A, excusez-moi. Et qui vous donne le treillis associé sur les tableaux de A. Et donc les tableaux, dans nos structures fonctionnelles, c'est des tables d'association efficaces avec des arbres bien équilibrés comme il faut. Donc c'est des structures de données relativement avancées. Et on est content d'avoir une opération un peu modulaire pour les utiliser. Et en plus, on a gratuitement, entre guillemets, la preuve que sur ce nouveau treillis, le calcul de convergence accélérée va terminer, en utilisant notamment l'hypothèse qu'on n'a qu'un nombre fini de clés possibles. Donc voilà, la librairie de treillis, elle facilite la programmation de l'analyseur. J'ai un tout petit peu accéléré. L'analyseur lui-même, eh bien, ça doit vous dire quelque chose. C'est vraiment la sémantique collectrice, et on a juste rajouté des dièses. Voilà. Donc, une petite comparaison qui est possible, mais c'est vraiment la même approche, et c'est ce qui fait que cette preuve de correction là, entre les deux, pour le coup, est simple. Parce qu'on a prémâché la difficulté en définissant l'objet intermédiaire. Alors qu'est-ce qu'on prouve ? On prouve que tous les états calculés par la sémantique collectrice à partir d'une précondition représentée par la concrétisation d'un environnement abstrait sont dans la concrétisation de ce que calcule la sémantique abstraite. Voilà. Et ça s'assemble très bien avec ce que je vous avais montré tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait prouvé que tous les états accessibles pour la sémantique petit pas sont accessibles vis-à-vis de la collectrice. Et on obtient notre théorème final, qui est que notre analyseur calcule une surapproximation des états accessibles pour la sémantique petit pas. Donc on a vraiment branché les deux morceaux et on a finalement retardé au maximum le moment où on s'est mis à faire des abstractions. Alors on peut vraiment extraire cet analyseur et l'utiliser sur des petits programmes.
La librairie de treillis qui est donnée permet d'instancier l'analyseur avec plusieurs types d'abstractions. Donc vous pouvez vous amuser à utiliser l'analyseur pour faire des calculs d'intervalles, de signes ou de congruence, des choses qu'on sait faire. Et donc on est dans la méthodologie que j'avais annoncée initialement. Alors, deuxième partie de mon exposé. Est-ce qu'on ne sait faire ça que sur des petits langages impératifs académiques ou est-ce qu'on va être capable de traiter des programmes, des langages un peu plus conséquents? Alors c'est ce travail qui a été abordé notamment dans la thèse de Jacques-Henri Jourdan et Vincent Laporte, dans le cadre du projet Verasco que je vais présenter tout de suite. Et ces étudiants étaient co-encadrés ou encadrés par Xavier pour Jacques-Henri et par Sandrine Blasi et moi pour Vincent. Alors le projet Verasco, il démarre à peu près en 2010. C'est un projet collaboratif avec plusieurs équipes françaises. Et on était un peu à un tournant. CompCert, le compilateur vérifié proposé par Xavier Leroy, était maintenant bien établi. On commençait à avoir des méthodologies pour vérifier les interpréteurs abstraits. Ce n'était pas clair qu'on soit capable de l'appliquer sur des langages aussi conséquents que ce qu'avait su faire CompCert. La petite différence, c'est que l'outil qu'on cherchait à vérifier formellement, ce n'était pas GCC, c'était Astray. Donc c'est une petite différence, c'est-à-dire qu'Astray, c'est un outil académique qui a donc été utilisé pour vérifier les commandes de vol de certains avions Airbus. Donc l'objectif, c'est on va essayer d'être au moins aussi bon que CompCert, c'est-à-dire CompCert essaye de vérifier environ 1/10 de l'algorithmique de GCC et Verasco vise à peu près ce niveau-là, mais en tout cas essaye d'apporter des garanties formelles. Ce qu'on essaye de garder d'Astray notamment, ça va être l'architecture modulaire, la conception extrêmement modulaire, oui, c'est ce que je viens de dire, d'Astray, et surtout l'utilisation de domaines abstraits relativement avancés en interprétation abstraite, en particulier pour tout ce qui est manipulation numérique. Là-dessus, l'interprétation abstraite est largement en avance. Alors, la modularité, Astray est déjà programmé de façon très modulaire, notamment en utilisant, donc il est programmé en OCaml, et il est basé sur l'utilisation du système de modules de Camel. Donc nous, on va s'inspirer de cette approche. Par contre, on va programmer en Coq et on va utiliser les type classes. Alors, l'intérêt de la construction modulaire, c'est qu'à la fin, votre analyseur, alors faut le lire en commençant par la fin, c'est que votre analyseur, c'est un itérateur générique appliqué sur une abstraction qui elle-même a été construite comme une abstraction qui prend d'autres briques de base en argument. Donc on veut vraiment pouvoir composer les choses et avoir vraiment des interfaces très claires entre les différents composants de notre analyseur. Donc un exemple d'interface pour un domaine abstrait, si on faisait juste de la programmation ML classique, c'est on veut le type des éléments du treillis, on veut pouvoir comparer les éléments, notamment pour pouvoir tester si on a terminé notre recherche de post-point fixe. On a parfois besoin de calculer le plus grand élément du treillis, de faire des unions abstraites et de faire des élargissements. Alors en Coq, ça va être un tout petit peu plus long, mais pas beaucoup plus, parce qu'on va vraiment spécifier le minimum de choses. C'est l'approche qu'on va suivre dans Verasco. Donc, si je commente un petit peu, on est un peu dans des preuves paresseuses. C'est-à-dire, on essaye vraiment de garder que ce qui est strictement nécessaire pour s'assurer de la correction, de la sûreté de l'analyseur. Mais on ne veut surtout pas prouver trop de choses. Dans l'exemple précédent, sur le petit langage académique, je prouvais la terminaison, par exemple, qui en fait occupe presque les 2/3 des librairies. Et là, on ne va pas prouver la terminaison. On va utiliser un système de fuel, et puis quand il n'y a plus de fuel, on renvoie top, et puis si on a réussi à terminer le calcul avant la fin du fuel, on vérifie juste qu'on a bien un post-point fixe. Ça, c'est un test. Donc, on a une approche pragmatique pour prouver le strict minimum.
Ça veut dire qu'on a vraiment, là, pour le coup, une interface qui devient assez minimaliste. Par exemple, vous n'avez pas besoin de prouver que votre join abstrait est une borne sup dans un treillis. C'est juste une surapproximation correcte de ce que fait l'opérateur concret. Et puis, même votre test d'inclusion, il n'a pas besoin d'être complet vis-à-vis de gamma. Donc, c'est cette interface qu'on a utilisée dans la méthodologie de Verasco et qu'on a passée à l'échelle de l'analyseur. Donc il manque plein de choses. On ne prouve pas la terminaison des opérateurs d'élargissement. On ne prouve pas non plus leur correction. Si ça se trouve, ils ne calculent même pas une borne sup de 2 éléments, notre élargissement. Donc, on s'en rendra compte plus tard au moment de la fin du calcul. On ne sait pas non plus si notre abstraction elle est de qualité. Alors ça fait partie de la méthodologie d'interprétation abstraite, Couzeau et Couzeau 79. Est-ce que mon treillis a les bonnes propriétés ? Est-ce que c'est une bonne abstraction, au sens où est-ce que je vais pouvoir exprimer les propriétés que je cherche à calculer dans ce treillis ? Et c'est des questions que vous pouvez vous poser bien avant de même commencer à écrire les fonctions de transfert. Tout ça, ce n'est pas traité dans ce type de formalisation. Alors voici l'architecture générale. Ici, vous avez la chaîne de compilation CompCert. Alors je vais y revenir tout de suite. Et puis, nous, on va se brancher sur cette chaîne. On aura un premier étage de l'analyseur qui est l'itérateur de points fixes, qui est là pour calculer des points fixes et, quand il a terminé, lancer éventuellement des alarmes. Attention, à tel endroit, j'ai un accès, un déréférencement de pointeurs et il n'est probablement pas dans les bornes. Cet itérateur, il est paramétré par une abstraction de la mémoire du langage C, qui elle-même est paramétrée par une abstraction numérique. Alors où est-ce qu'on se branche dans CompCert ? Donc CompCert, c'est un compilateur C modérément optimisant, mais pour un fragment réaliste du langage C. C'est pas moins de 11 représentations et langages intermédiaires qui vous mènent jusqu'à un langage assembleur de type par exemple x86. La question, quand vous voulez brancher une analyse statique sur cette chaîne, c'est où est-ce que vous vous branchez ? C'est une des premières questions sur laquelle on a mis pas mal de temps aussi à prendre notre décision. On a essayé plusieurs choses. Alors juste pour que vous compreniez un petit peu quel genre de questions on se pose, quand vous avez une chaîne de compilation comme ça, en fait, votre programme il passe par différentes formes et donc en fait, il change de langage. Et dans un compilateur C, plus vous descendez, plus vous vous rapprochez de l'assembleur, plus il est possible que le programme gagne en comportement. Il a de plus en plus de comportements possibles. Il peut en gagner, parce que le compilateur a le droit de remplacer une instruction qui allait provoquer un crash par une instruction qui n'en provoque plus. Il a le droit de le faire. De toute façon, à partir du moment où vous avez ce type de choses, il a le droit de faire beaucoup de choses. Et donc, ce que ça amène comme réflexion, c'est que si le programme cible échoue, c'est que forcément le programme source aurait échoué. Donc là, c'est marqué source, excusez-moi. Et donc, si vous voulez faire un vérificateur qui est là pour vous assurer que vous n'avez pas d'erreur à l'exécution, il faut que vous compreniez de quelle exécution vous parlez. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si ce qui vous intéresse, c'est la vraie exécution, c'est-à-dire le dernier niveau de représentation, ben, n'importe quel vérificateur correct branché sur un de ces étages-là suffit. Par contre, si votre but, c'est d'avoir un diagnostic pertinent sur le programme source, eh bien, ce n'est pas en analysant les représentations intermédiaires que vous pourrez forcément détecter tous les comportements illicites. D'accord ? Alors, on avait ça en tête, et puis on avait donc toute une panoplie de langages intermédiaires. RTL, c'est le premier langage du back-end de CompCert. C'est là où en fait toutes les analyses statiques essentiellement ont lieu. Et c'est un peu le langage parfait pour faire des analyses statiques d'optimisation. C'est un petit langage. On est sur une structure de graphe bien connue. Mais ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on sait manipuler pour faire de l'interprétation abstraite aussi avancée.
En particulier, on a besoin d'expressions un peu plus riches que le petit code 3 adresses de RTL. Donc ce n'était pas complètement idéal pour nous. On peut partir complètement dans l'autre sens, on peut analyser du source. Alors là, la difficulté, c'est que ce soit CompCert-C ou C-Lite, on est sur deux langages qui sont extrêmement riches, avec beaucoup de constructions, et surtout qui sont surtout faites finalement pour que le programmeur écrive des programmes, mais pas tant pour que les outils manipulent ces arbres de syntaxe. Et le premier langage de CompCert qui permet ça, c'est ce langage qui s'appelle C# minor. On est vraiment sur une représentation qui a été conçue pour pouvoir manipuler avec un programme les représentations intermédiaires. On a normalisé les boucles, on a un peu épuré, digéré la représentation syntaxique. Et donc c'est ce langage qui a été retenu. Donc on est branché sur C# minor. Et maintenant, on va développer l'itérateur. Alors, C# minor, on est encore dans un langage où les instructions sont structurées. On a des blocs, on a des boucles qui contiennent des blocs d'instructions. On a une façon un peu originale de sortir des boucles. On a en fait une sortie étagée. C'est-à-dire qu'on peut... n est une constante, et ça permet de sauter à la fin du n plus unième bloc englobant. Et c'est comme ça que sont traduits les breaks, les continues du C. Mais on n'a qu'une notion de boucle. C'est ça qui est agréable aussi d'un point de vue développement de l'outil d'analyse et preuve. Malgré tout, on a aussi des sauts plus sauvages, les GoTo, qui seront quand même traités par Verasco. Et puis, il faut qu'on comprenne un peu la mémoire qu'on manipule. Alors, c'est un passage un peu délicat avec le C. On a essentiellement trois types de variables. Les variables globales, qui ont été allouées statiquement au démarrage de l'exécution, et donc potentiellement, le programmeur va pouvoir prendre l'adresse pendant ses calculs. Donc, on aura des pointeurs, de l'arithmétique de pointeurs à gérer. On a aussi des variables locales, mais qui sont allouées sur la pile. Donc, elles sont allouées dynamiquement au moment des appels, libérées ensuite. Mais là aussi, on peut prendre leur adresse. Il va falloir qu'on suive un petit peu ces informations. Et puis, on a les temporaires qui sont vraiment plus agréables pour nous parce qu'on ne peut pas prendre leur adresse. Et sur elles, les calculs seront vraiment similaires à notre petit langage impératif de début d'exposé. Alors, l'itérateur qui a été proposé, il suit vraiment la méthodologie d'Astrée, c'est-à-dire une itération de points fixes directement sur la syntaxe de notre programme. On n'a pas besoin de constamment se souvenir de tout ce qu'on calcule en chaque point intermédiaire. Donc c'est aussi quelque chose de moins gourmand en mémoire que les analyseurs qui retiennent tous les calculs intermédiaires. Par contre, on a un flot de contrôle un peu complexe, notamment à cause des sorties multiples des boucles. Donc là, je vous laisserai lire le papier de 2015 pour regarder ces détails-là. Éventuellement, une curiosité, c'est comment est-ce qu'on gère les appels de fonctions, parce que là, on est vraiment sur de l'analyse qui veut être aussi interprocédurale. Alors, en fait, ce que fait Astrée, c'est que l'interpréteur se rappelle récursivement quand il voit un appel de fonction. Alors, ça peut être assez coûteux, notamment si on a un programme qui fait une hauteur de pile d'appel assez forte. Par contre, c'est ce qu'on appelle être sensible au contexte. Et donc, si une même fonction f est appelée dans 10 contextes différents dans votre programme, elle sera analysée 10 fois dans les contextes correspondants. Et on évitera du coup de réunir des informations et de perdre en précision. Voilà, je vais avancer sur ça. L'interpréteur, il est paramétré par une abstraction de la mémoire. Donc ça, ça a été un autre travail conséquent de Verasco. Là, le but, c'est déjà de bien séparer la mémoire en petites cellules. Alors, c'est basé notamment sur les travaux d'Antoine Minet, qui a été particulièrement à l'œuvre quand Astrée a conçu son modèle mémoire. Et donc, qu'est-ce que va être une cellule? Ça va être soit une temporaire, donc là, c'est la temporaire t de la fonction f, mais ça peut être aussi une cellule qui correspond à une variable locale de la variable x de la fonction f, sachant qu'une variable locale, du coup, il y a un bloc mémoire associé, donc là, on est en train de préciser à quelle position du bloc on veut travailler.
Et on a quelque chose de similaire pour les globales, mais qui, elles, ont juste besoin du nom de la globale, elles ne sont pas spécialement attachées à des fonctions. Donc cette nomenclature, on l'utilise pour spécifier qu'est-ce qu'une cellule mémoire, et on va raisonner sur ces cellules au niveau du modèle mémoire abstrait. Alors notamment, on va suivre le type du contenu de chaque cellule. Ça va nous servir à gagner un peu en précision. On va faire ce qu'on appelle du points-to en analyse statique, c'est-à-dire c'est une surapproximation sous forme de graphe des liens de pointeurs de votre mémoire. Sauf que comme ici on a un niveau de granularité extrêmement fin avec les cellules, on va être capable de dire qu'on va pouvoir différencier les différents pointeurs à l'intérieur d'un tableau, par exemple. Et puis, par-dessus ça, on a une abstraction numérique à qui on va faire appel dès qu'on aura des raisonnements numériques. Par contre, il faut savoir la solliciter, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas entendre parler de pointeurs. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un pointeur, l'abstraction numérique. Elle ne sait faire que des variables qui contiennent des entiers. Et donc, on va lui faire croire qu'on n'a que des variables qui contiennent des entiers, mais en fait, ça ne sera pas vraiment des variables du programme, ça sera des cellules. Et donc, c'est la dernière couche, mais pas la moindre, de Verasco. On a tout un domaine numérique qui est construit vraiment par assemblage d'éléments de base et de foncteurs pour construire des abstractions numériques relativement précises. En particulier, on a des abstractions relationnelles et pas seulement des abstractions non relationnelles. Donc les non relationnelles, c'est celles qui essentiellement attachent une propriété à chaque variable, ici à chaque cellule. Mais on peut aussi faire des abstractions relationnelles, alors notamment le travail qui a été fait par le partenaire Verimag dans le projet Verasco, où par une validation a posteriori, ils ont pu valider les opérations polyédriques qui sont faites dans les domaines abstraits polyédriques. Et puis ces petits X-là, c'est ce qu'a proposé Jacques-Henri Jourdan pour combiner les domaines, en s'appuyant là sur les travaux plus de Jérôme Ferré pour le projet Astrée, qui permet de vraiment faire collaborer les domaines abstraits entre eux pour que chacun s'envoie des informations et que tout le monde gagne en précision. Il y a une espèce de collaboration entre les domaines. Je vais passer ça. Alors là encore, on obtient à la fin un analyseur qu'on peut extraire. Alors on extrait pas loin de 5 à 6 000 lignes de camel quand même. Et on peut lancer l'analyseur obtenu sur des programmes C. Alors les expérimentations ont surtout été faites sur des programmes issus des benchmarks de Concert, aussi sur des programmes de cryptographie, parce que j'en parlerai rapidement à la fin, mais on a plein de petits programmes C, de primitives crypto qui donnent lieu à des travaux. Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on s'est assuré qu'on avait déjà des aspects intéressants du C qui étaient exercés dans ces programmes. Donc, on a des programmes où il y a de l'arithmétique de pointeurs, des pointeurs de fonctions, des flottants, des tableaux dans tous les sens. Et pour tous ces programmes-là, l'analyseur renvoie 0 alarme. Et donc, comme il est correct, ça implique qu'on a obtenu une preuve formelle que ces programmes n'ont que des comportements définis en C. Ce qui est un peu un résultat marquant de ce travail, c'est d'arriver à pouvoir faire ça automatiquement. Donc en conclusion, je dirais que l'interprétation abstraite vérifiée a tenu une partie de ses promesses. On voit qu'on peut concevoir de façon rigoureuse et méthodologique des analyseurs, les prouver corrects par exemple en coq. On peut le faire pas seulement pour des analyseurs joués. Par contre, il y a un vrai tri à faire dans ce qu'on doit prouver et ce qui n'est pas strictement nécessaire. Donc il faut être prudent sur ce qu'on cherche à prouver parce que toute preuve non rigoureusement nécessaire pourrait être une source d'épuisement potentiel. Ensuite, encore une fois, il y a encore plein d'autres choses qu'on n'a pas formalisées dans l'interprétation abstraite. On ne sait pas dire, on ne sait pas prouver formellement, en tout cas on n'a pas trop essayé de le faire, qu'une abstraction, que le treillis qu'on choisit pour faire les abstractions a des bonnes qualités. Patrick Couzeau attend toujours qu'on lui explique comment nos outils vont permettre de dériver systématiquement les fonctions de transfert de l'analyseur.
Et donc là, c'était vraiment une méthode qui a été proposée dès les années 77. Et à part dans les articles de Patrick Eradia et avec beaucoup d'efforts en LaTeX, ça n'a jamais été vraiment mécanisé, ceci. Et puis là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de mieux comprendre les interactions entre la compilation vérifiée et l'analyse statique vérifiée. Donc CompCert est un jalon très marquant dans notre domaine. Et alors d'une part, l'interprétation abstraite vérifiée a déjà commencé à interagir avec le CompCert, parce qu'à la suite des travaux de Verasco, Xavier a profondément remanié les optimisations de valeurs, l'analyse de valeurs qui était dans le back-end. Donc je dirais que CompCert est un des compilateurs qui suit le plus, j'ai l'impression, la méthodologie d'interprétation abstraite, pour calculer des informations de façon simultanée sur les valeurs, en mêlant l'aliasing et le numérique. Et puis, moi, je m'intéresse beaucoup en ce moment à des analyses de sécurité pour les programmes C, mais en tenant compte de la chaîne de compilation, en l'occurrence CompCert, et le fait d'avoir des objets formellement vérifiés, ça permet des combinaisons originales. Voilà, je vais m'arrêter à ce stade-là. Je vous remercie.